Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous présente, je suis Myriam Chafra, conseillère régionale de l'accès à la commande publique à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et je vous propose aujourd'hui un workshop sur l'IA, le digital dans les marchés publics. Donc, entre préjugés, réalité et surtout opportunités. J'allais inverser les termes. Oui, oula, on va y arriver. Donc, une petite introduction pour introduire notre sujet. Par la suite, donc, on va traiter les préjugés en passant par les réalités concrètes, les opportunités à saisir et pour conclure, la conclusion qu'on va se tirer par rapport à ce workshop et bien évidemment le débat qui sera ouvert. Les marchés publics. Bon. On commence par quelques chiffres pour donner envie, pour expliquer, pour donner un peu de visibilité sur ce qui se passe. Donc il y a une réelle pertinence aujourd'hui à se positionner sur les appels d'offres, les marchés publics, la commande publique. Ça représente à peu près 10% du PIB national, entre 120 et 150 milliards d'euros, dont 32% sont affectés aux PME. Donc ça, c'est des chiffres à l'échelle nationale. Les marchés publics sont accessibles à tous et constituent un enjeu économique important et un levier de développement économique. Il y a beaucoup de préjugés sur les marchés publics, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les traiter. La seule chose qu'on peut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de législations qui sont en faveur des TPE-PME pour leur permettre de mieux accéder à la commande publique et d'être compétitifs face aux grands groupes. Au niveau régional, donc, la région PACA, qui est le plus gros acheteur régional, donc, la région PACA a déployé en 2023 439 millions d'euros. 87% ont été récupérés par des entreprises locales. Et 73% de ces entreprises locales sont des TPE-PME. Donc 2/3 des achats de la région PACA sont récupérés, sont gagnés, sont faits par des TPE-PME locales. Il y a un réel enjeu, il y a des opportunités à saisir. Pour cela, donc, il est important également de mieux s'armer et être mieux compétitif. Bon, c'est quoi les marchés publics? Ce sont des contrats. Qui dit contrat, donc devoirs et obligations réciproques entre les signataires de contrats, qui sont conclus à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il faut générer un bénéfice. En aucun cas, un marché public ne doit être, on va dire, vous faites un marché public à perte ou en bénévolat en quelque sorte. Hein, vous devez générer un bénéfice. Votre prix doit être juste et générer un bénéfice à l'entreprise. Sinon, la définition même des marchés publics n'est plus d'actualité. Entre un acheteur public, donc l'acheteur public, j'ouvre juste une petite parenthèse, on y pense directement aux mairies, collectivités, communautés de communes, la région, le département. C'est vrai, c'est les plus gros acheteurs et c'est les plus voyants en quelque sorte, mais il est plus intéressant de penser acheteur public égal argent public. Si le paiement s'effectue par de l'argent public, ne serait-ce qu'en partie, c'est un marché public. Il y a plusieurs acheteurs qui ne sont pas des organismes publics, mais qui passent et qui publient des appels d'offres. Je donne un exemple, SNCF, EDF, les opérateurs de réseau, certains organismes HLM qui ne sont pas forcément des organismes publics, la chambre de métier qui n'est pas un organisme public, par exemple la chambre de commerce, passe des appels d'offres. Donc tant qu'on parle d'argent public, c'est un marché public. Donc, pour répondre, donc, entre un acheteur public et un opérateur économique privé au public, ça peut être une entreprise seule qui peut répondre seule ou en groupement. Le groupement, c'est un procédé, c'est un outil juridique formidable qui a été mis en place pour les TPE-PME pour mieux accéder aux marchés qui sont plus grands que leur structure ou à des domaines d'activité un peu plus variables. Donc ça permet, c'est vraiment un outil qui a été fait en place et mis en place pour les TPE-PME pour prétendre à plus gros que leur structure. Donc, l'entreprise peut répondre seule ou en groupement pour répondre aux besoins d'un acheteur, que ce soit en termes de travaux, fournitures ou services. Donc, travaux, fournitures, services, c'est les 3 familles d'achat. Pourquoi c'est important? On ne va pas rentrer dans les détails dans ce workshop, mais ce qui est important, c'est une question de seuil. Selon la famille d'achat, les seuils de publication et les seuils des marchés
est différente selon les familles d'achat. Donc, toute entreprise, même nouvellement créée, peut répondre. Il n'y a aucune exigence sur l'ancienneté de l'entreprise, sur la forme juridique de l'entreprise, sur le capital présent de l'entreprise. Une micro-entreprise de 1 mois peut répondre à un appel d'offres. Donc, légalement, il n'y a aucune interdiction pour répondre aux appels d'offres. Les seuls empêchements, si on ose dire ça, il faut être à jour au niveau des cotisations sociales et fiscales. Donc ça, c'est un critère indiscutable. Il ne faut pas être en procédure de liquidation judiciaire et il ne faut pas être condamné les 5 dernières années, bien évidemment, condamné dans le cadre de l'entrepreneuriat, hein, pas dans le cadre du code de la route encore. Voilà. Bon, je passe pour le reste. Donc, le cadre légal, on va passer au digital et l'IA dans les marchés publics. C'est quoi l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y en a eu aujourd'hui plusieurs définitions. Donc, je vais passer la définition d'IA parce que voilà. Sinon, la digitalisation dans les marchés publics, c'est quoi? C'est les plateformes acheteurs. Depuis 2018, ça a commencé en 2018, mais ça s'est vraiment, on va dire, approfondi en 2020. Dès 40 000 euros d'achat, l'acheteur doit publier l'appel d'offres via une plateforme acheteur. Une plateforme acheteur où l'appel d'offres il est accessible, il est gratuit, accessible à toute personne qui le télécharge. C'est une obligation légale. En dessous des 40 000 euros, il y a certains acheteurs qui publient aussi, mais l'obligation légale, c'est à partir de 40 000 euros. Donc les plateformes acheteurs, c'est l'exemple même du digital dans les marchés publics. L'IA intervient un peu plus tard les dernières années. Donc, on a commencé un peu plus par la digitalisation, la facturation électronique. On commence à voir l'IA les dernières années. Donc, comment on commence à le voir? Que ce soit, on va dire, en procédure avant la publication du marché, lors de la publication du marché, donc pour sourcer, ou même au niveau du choix des fournisseurs ou au niveau des choix des dossiers. Des deux parties, l'acheteur peut recourir à l'IA pour on va dire, vérifier les dossiers, pour vérifier s'il n'y a pas de fraude, pour vérifier les résultats, pour vérifier la pertinence du chiffrage, mais également les fournisseurs et l'entreprise recourent à l'IA pour déjà étudier le dossier, synthétiser le dossier. On le sait tous, bon, pour ceux qui ont déjà eu l'habitude à télécharger des dossiers ou à regarder les dossiers, on peut en avoir de tout et de rien. On peut avoir des dizaines, des centaines de pages à étudier, à vérifier. Donc, les entreprises actuellement recourent à l'IA effectivement pour étudier les dossiers, pour synthétiser, pour faire une synthèse d'un dossier, pour ce qu'on appelle le go or no go en quelque sorte, pour décider d'y aller ou de ne pas y aller. Donc l'IA, elle intervient énormément dans cette partie-là. Donc on va dire 50 pages, on peut revenir à une synthèse de 2, 3, 4 pages pour vraiment permettre d'aller au but et de prendre la décision, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Le cadre légal de l'intelligence artificielle dans les marchés publics est en perpétuelle évolution. C'est un nouveau, on va dire, c'est un nouveau monde. Et déjà, l'IA en dehors des marchés publics évolue énormément et à une vitesse donc très exponentielle. Et le cadre légal, même s'il essaye d'évoluer en conséquence, mais ça rame encore un peu, si on ose dire ça. Mais bon, l'IA, pourquoi? Parce que l'IA est une technologie relativement nouvelle. Son utilisation dans les contrats publics pose des questions juridiques diverses. Si le cadre légal actuel, il est un peu flou, je vais être honnête avec vous. Il y a certains textes qui sont éparpillés à droite et à gauche dans la réglementation interne ou la réglementation européenne. Et les dernières années, il y a eu plusieurs problématiques dans ce sens. Il y a eu, qui dit problématique, donc des plaintes, donc des recours et tout ce qui va avec. C'est pour ça que l'Union européenne a intervenu et il y a donc une loi qui a été promulguée le 1er août 2024, avec une petite spécificité qu'elle va rentrer en vigueur concrètement dans 2 ans. Mais on va dire, du 1er août 2024 jusqu'au
1er août 2026, chaque 6 mois, il y a certaines restrictions et certaines réglementations qui vont rentrer en vigueur au fur et à mesure. Donc, nous avons la réglementation européenne, comme je viens de l'expliquer. Donc, l'Union européenne a adopté plusieurs législations et initiatives visant à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, particulièrement donc, dans les marchés publics. Ce qu'on appelle le Artificial Intelligence Act, c'est celui dont je vous ai parlé qui a été promulgué en août 2024. Nous avons aussi tout ce qui est directive européenne sur les marchés publics et le règlement général sur la protection des données, RGPD. En France, donc au niveau local, donc on a le code des marchés publics et on a aussi la loi pour la République numérique. C'est un peu plus global, mais qui traite tous les sujets qui sont autour du numérique. Quels sont les préjugés qui sont liés à la digitalisation et l'IA dans les marchés publics? Il y en a plusieurs. J'ai essayé de sélectionner les plus courantes. On entend souvent les outils numériques sont complexes et coûteux. Bon, il y a une réalité et on peut contredire cette réalité. Oui, les outils numériques sont parfois complexes ou coûteux, mais on part du principe que tout est progressif. Il y a des solutions qui sont plus ou moins adaptées à des petites structures, à des moyennes structures. On peut passer, on va dire, on peut digitaliser l'entreprise au fur et à mesure. On n'est pas obligé de changer complètement en une seule fois. Et complexe, comme toute montée en compétences, ça s'apprend, ça se concrétise et l'expérience et l'application concrète de la chose rend le procédé moins complexe. Donc, c'est un préjugé. Donc, on trouve du moins coûteux et on trouve du moins complexe si on veut vraiment digitaliser, si on veut vraiment utiliser de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. La perte d'emploi humain. Bon, on va perdre l'humain, le côté humain. C'est un robot, on va parler à un robot. C'est des machines. Voilà, on entend souvent de ça. J'ai posé une fois la question pour vous, c'est quoi l'IA? C'est des robots à taille humaine ou voilà, j'ai entendu des choses de ce type. Bon, dans l'absolu, pour rassurer les personnes qui ont peur pour la perte humaine ou qui ont peur on va dire de la disparition de la valeur humaine ou de l'apport humain, l'intelligence artificielle ne va pas, on va dire, bénéficier à perdre l'apport humain, mais elle va l'accentuer et libérer du temps à l'humain, du temps administratif, du temps pour des tâches lourdes ou des tâches récurrentes, et lui permettre de faire des tâches avec une valeur ajoutée, des tâches plus techniques, des tâches plus complexes qu'un traitement administratif ou qu'une synthèse d'un dossier. Donc, pour répondre à ce préjugé, l'IA ne va pas, on va dire, ne va pas participer à la perte de la valeur humaine, mais il va plutôt l'accentuer, il va plutôt la consolider et lui laisser le temps pour faire des apports plus complexes. Manque de sécurité, d'éthique et de confidentialité, c'est discutable également. Il y a une part de vérité. On a entendu des choses, on a vu des choses, mais comme toute nouvelle pratique, il faut y avoir des erreurs au début pour qu'il y ait un cadre légal et que ça soit un peu plus organisé, un peu plus structuré. C'est là pourquoi l'Union européenne ou les réglementations nationales interviennent pour mettre un cadre légal pour protéger donc, la confidentialité et les informations personnelles. Manque de confiance dans les algorithmes, c'est un préjugé également. Et ça se discute. Il y a une part de vérité, je veux bien dire. Mais pour un peu déjouer ce préjugé, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que l'algorithme a ses limites et il peut avoir des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que l'humain n'est pas là pour vérifier. Donc si on a un recours à l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour faire du copier-coller et l'insérer dans un document comme tel sans même lire, sans même vérifier derrière. Donc oui, on utilise l'intelligence artificielle pour
pour on va dire, des performances plus adaptées et plus accentuées, mais on n'utilise pas l'intelligence artificielle sans vérification, sans l'apport humain derrière. Donc, c'est vrai, il peut y avoir une défaillance dans les algorithmes, et surtout, les algorithmes, c'est un paramétrage en avant. Et si l'information n'a pas été donnée dans le sens de la réponse souhaitée également, ou le ciblage n'est pas fait dans un sens particulier, oui, les algorithmes peuvent avoir des défaillances et peuvent avoir des limites. Donc, on l'utilise, mais avec précaution et avec vérification. Favoritisme envers les grandes entreprises technologiques. On entend souvent également ce préjugé. Encore une fois, il y a une part de vérité, parce que les entreprises mieux structurées, plus structurées, seront favorisées, auront la structuration pour, et le personnel et les équipements techniques. Mais comme toute nouvelle, ce n'est pas une technologie, mais comme toute nouvelle ou procédé ou on va dire transition numérique, même les petites et moyennes entreprises doivent suivre. Si elles veulent évoluer, si elles veulent avoir leur place sur le marché et être compétitives, il faut suivre. Donc oui, c'est vrai qu'à un certain moment, pour le début, il y aura un favoritisme pour les grandes entreprises, mais un favoritisme positif, parce que ça va pousser les autres, les TPE, les PME, à s'améliorer, à monter en compétences pour être compétitifs et pour être sur le même pied d'égal face aux grands groupes et à la structuration des grands groupes. Impact sur l'inclusivité, puisque on va dire tout est digitalisé, on va utiliser l'IA. Bon, ça aussi, on va dire, c'est pas discutable, mais il y aura des pour et des contre. Il y aura ceux qui vont dire, moi, là où je suis, et quand je veux, et à l'heure où je veux, et avec les équipements que je veux, je peux répondre à un marché, je peux préparer un bon dossier, je peux étudier le dossier, on va dire, très rapidement. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus partisans du local et on va dire, des entreprises de proximité. Ils vont se dire, le fait d'être aussi ouvert et aussi accessible, ça va, on va dire, limiter ou plutôt défavoriser les entreprises locales ou les entreprises de la région. Donc, bon, c'est discutable. Il y aura des partisans, il y aura des non, donc voilà. Réalité des apports du digital et de l'intelligence artificielle. Première réalité, c'est l'automatisation des processus répétitifs. C'est une simplification des procédures et gain de temps. Donc, c'est vrai que ça va prendre du temps au paramétrage initial pour mettre tout ça en place, mais le fait d'automatiser les processus, c'est un gain de temps énorme et qui est inestimable dans nos entreprises, et qu'on entend souvent actuellement, on manque de temps, on n'a pas le temps. Il faut prendre le temps d'automatiser certaines tâches, d'automatiser certaines procédures, et vous le verrez par la suite que ça va vous faire gagner beaucoup de temps suite à ce paramétrage. Analyse donc prédictive et aide à la décision, donc, pour une meilleure prise de décision. C'est le point que j'ai abordé tout à l'heure. Le fait d'utiliser l'IA dans l'analyse du dossier, ça permet déjà de gagner de temps. Ça permet d'avoir les points les plus importants, d'aller directement au but, et surtout de ne rater aucun point, parce que parfois, en étudiant des marchés, il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs fichiers. Il y a plusieurs fichiers à étudier, et on peut s'y perdre, on peut rater une page, on peut rater un document, et si on ne répond pas à un point particulier, c'est une perte de points. Excusez-moi. Donc, recourir à l'IA dans les marchés publics, c'est forcément une meilleure prise de décision. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, go or no go en quelque sorte. Parce que quand on étudie le dossier, on prend la décision d'y aller ou de ne pas y aller, en prenant en compte plusieurs critères. Renforcement de la transparence et de la conformité, c'est-à-dire accès aux informations et suivi des performances.
C'est-à-dire, grâce à l'IA, on peut mettre en commun des informations de l'acheteur lui-même ou de plusieurs acheteurs ou de plusieurs entreprises. Ça dépend on est de quel côté, ça dépend quelle performance on cherche. Mais généralement, c'est des informations, tout ce qui est marché public et tout ce qui est achat, c'est des documents publics et c'est des documents qui sont publiés publiquement. Donc on peut étudier certaines performances ou certains suivis de performances d'entreprises ou d'acheteurs. Ça peut être concernant, on va dire, la régularité des achats, ça peut être les délais de paiement, ça peut être parfois même les variations des prix. Donc ça permet vraiment d'aider à la préparation du dossier, à la négociation, si éventuellement il y aura une éventuelle négociation. Des années en arrière, certaines entreprises nous disent oui, mais on nous demande pour une négociation, mais je n'ai pas d'informations concrètes pour négocier. Je vais négocier sur quelle base? Oui, c'est vrai, parce qu'à un certain moment, c'est impossible ou c'est très difficile de récupérer les données qui ont été publiées les années précédentes, parce que oui, il y a une obligation de publication, mais à un certain moment, ces documents disparaissent. Donc l'intelligence artificielle permet de récupérer ces documents qui sont éparpillés et que ce n'est pas forcément au même endroit à chaque fois publié. Et ça permet de les récupérer et de les analyser pour vous permettre de mieux analyser une performance. Accessibilité et inclusion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la digitalisation permet un accès simplifié aux opportunités pour les petites et moyennes entreprises. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, là où vous êtes, à l'endroit, à l'heure où vous voulez, vous avez accès aux appels d'offres, vous avez accès aux dossiers de consultation des entreprises, vous pouvez poser des questions, vous pouvez répondre à l'appel d'offres en mode digital, 100% digital. Et ça, c'est une opportunité inestimable pour ceux qui ont connu les dossiers papier, les enveloppes, où il fallait imprimer en triple, quadruple exemplaire, où il fallait se précipiter à la mairie avant midi pour avoir l'accusé de réception. Bah, dites-vous, là où vous êtes, alors que vous voulez, de la manière que vous voulez, vous pouvez avoir accès déjà à l'appel d'offres et répondre à un appel d'offres. Et ça, en soi, c'est un apport surtout à mon égard aux petites et moyennes entreprises. Démocratisation de l'information grâce aux plateformes en ligne, c'est le fait que toute question ou toute réponse est publique, c'est-à-dire est publique. La question et la réponse sont publiques, par contre, elles sont anonymes. On ne peut pas voir qui l'entreprise qui a posé la question, mais on peut voir la question et on peut avoir accès à la réponse. Et ça permet également de donner une information égale à toutes les entreprises. Quelles sont les opportunités à saisir? Première opportunité, modernisation et attractivité des achats. Gain de temps, gain de coût pour tout le monde. Bon, là, j'ai pas précisé, mais que ce soit aux acheteurs, c'est un gain de temps et un gain de coût. Que ce soit aux entreprises, c'est également un gain de temps et un gain de coût. Car étudier un dossier, ça prend des heures, ça prend des jours. Un dossier on va dire, d'une dizaine de documents et chaque document d'une trentaine de pages. Utiliser l'IA, bien évidemment avec précaution, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ça vous permet d'étudier ce dossier-là ou on va dire, de permettre d'avoir une synthèse de ces dossiers pour l'étudier en quelques minutes, en quelques heures, au moins avoir un accès pour y aller ou ne pas y aller, néanmoins. Mais également, pas uniquement à l'aide à la décision, mais également à la préparation du dossier. Je ne vais pas rentrer dans le détail également, mais le mémoire technique, pour ceux qui connaissent le mémoire technique dans les marchés, dans les appels d'offres, on s'y perd, on ne sait pas quel sommaire on va utiliser, on ne sait pas dans quel ordre on va répondre aux points. Donc, le recours également à l'intelligence artificielle, excusez-moi, ça vous facilitera vraiment la vie. Vous allez, on va dire, demander à votre outil, peu importe lequel, bien évidemment, sans citer forcément de nom, que vous avez certains points à aborder ou certains points à parler. Et, par exemple, il va proposer un sommaire qui est raisonnable, logique, cohérent, pertinent. Parfois même au niveau vous avez des difficultés au niveau
de la reformulation. Vous avez l'idée, vous êtes vraiment technicien dans votre contexte technique. Il va falloir expliquer à quelqu'un qui n'est pas technicien une procédure technique. Donc, le fait de recourir à l'intelligence artificielle, ça permet un peu de transformer on va dire, vos propos qui sont très techniques, pour vous, ordinaire, simple et compréhensible, mais pour une personne qui n'est pas technicienne, voilà, elle ne comprendra rien du tout. Donc le fait de recourir à l'intelligence artificielle, ça va atténuer le côté technique de votre réponse et le rendre un peu plus accessible et un peu plus compréhensible. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille à mes entreprises que j'accompagne régulièrement, soit de recourir à l'intelligence artificielle pour un peu, on va dire, avoir un retour ou avoir des idées, des reformulations, soit je conseille de se faire relire par quelqu'un qui n'est pas technicien. Donc, je demande de dire, si vous avez compris, c'est bon. Quelque chose de technique, mais que vous n'êtes pas technicien, vous l'avez compris, c'est le but d'un mémoire technique. Donc, recourir à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui vous permet de produire un document technique, mais qui va être lu, étudié et évalué par quelqu'un qui n'est pas technicien. Le deuxième point, c'est monter en compétence pour tous les acteurs. Bon, tous les acteurs, bien évidemment, on parle de fournisseurs et on parle d'acheteurs. Monter en compétence parce que si on va manipuler de l'intelligence artificielle, on doit forcément être déjà équipé, on doit être à minimum aussi formé ou à minimum l'habitude de toucher ou l'habitude de recourir à l'intelligence artificielle. Donc, ça va être une montée en compétence pour tous les acteurs, que ce soit acheteurs, que ce soit fournisseurs. Valorisation des données publiques. On le sait tous, on va dire, même si ces données publiques, ils sont publiés sur certaines plateformes, sur les sites internet des acheteurs, mais c'est des informations qui ne sont pas forcément accessibles ou facilement interprétables par les entreprises. Donc, l'IA vous permet, en comparant que ce soit les données d'un même acheteur ou de plusieurs acheteurs, de comprendre la tendance, de comprendre le meilleur chiffrage, de comprendre la meilleure proposition technique, de savoir l'évaluation du prix, de savoir l'évaluation des délais, des matériaux. Ça dépend de votre domaine d'activité, mais ça vous permet de comparer à la fois les achats d'un même acheteur ou de plusieurs acheteurs, et ça va finalement valoriser des données publiques qui sont, on va dire, généralement à l'abandon, qui sont juste publiées parce que c'est réglementaire et c'est obligatoire. Mais dorénavant, grâce à l'IA, ces données publiques vont devenir une stratégie ou vont vous permettre de mieux répondre, de mieux négocier et de mieux proposer, de mieux... c'est le terme, on va dire, la dernière opportunité, c'est de mieux effectuer un meilleur sourcing. Le sourcing, juste une parenthèse, c'est quoi? C'est un terme juridique, c'est une possibilité donnée par la loi, que ce soit aux acheteurs ou aux entreprises de sourcer. C'est-à-dire quoi sourcer? Les entreprises peuvent aller vers les acheteurs pour leur proposer des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, des nouvelles procédures. Et inversement, les acheteurs peuvent sourcer le terrain pour voir ce qui se propose autour d'eux, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, voilà. Qu'est-ce qui est proposé dans cette thématique autour de l'acheteur. Donc, tous les points qu'on a vus, donc la modernisation, l'attractivité, la montée en compétence de tous les acteurs, la valorisation des données publiques vont permettre un meilleur sourcing, que ce soit dans quel sens. Conclusion, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les marchés publics pose de nombreux défis. Défis de point de vue juridique d'abord et opérationnels en second lieu, notamment en matière de régulation, de transparence des processus. Les autorités publiques doivent équilibrer l'innovation et la protection des principes fondamentaux du droit public. C'est pour cela que l'Union européenne a intervenu pour vraiment uniformiser, pour régulariser les pratiques néanmoins sur l'Union européenne. Concrètement, très rapidement, l'Union européenne, l'idée, c'est d'avoir 4 niveaux de risque en quelque sorte.
pour les achats à très haut risque, à risque moyen, peu de risque et pas du tout de risque. Plus on monte dans le risque, plus les procédures et la réglementation elle est plus rigoureuse, plus spécifique. Par risque, je veux dire, par exemple, des entreprises qui touchent la sécurité, qui touchent le transport, l'énergie, des données vraiment confidentielles ou des données vraiment essentielles ou de sécurité, dans les deux sens. La digitalisation et l'intelligence artificielle dans les marchés publics ne sont pas de simples tendances. C'est technologique, mais plutôt, il faut le prendre du côté, c'est des leviers. C'est des leviers stratégiques pour répondre aux enjeux de modernisation, de transparence et d'efficacité. Donc tout d'abord, lever les préjugés, parce qu'il y en a des préjugés, et comme on l'a expliqué, ce sont des préjugés discutables, hein, on va dire, on peut avoir du pour et du contre. Donc d'abord, il faut commencer par lever les préjugés, valoriser le succès existant, parce qu'il y en a du succès, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont évolué grâce à l'IA et grâce au marché public. Et s'engager dans une adoption réfléchie ouvrira un champ infini d'opportunités. Les acteurs publics ont aujourd'hui une chance historique d'inscrire cette transformation dans une dynamique inclusive et durable. Et les entreprises également, ils ont une opportunité, donc vous, inestimable pour reconquérir les marchés publics et déjouer les préjugés de complexité et de lourdeur. Ça ne va plus être les marchés publics, donc les préjugés qu'on a, c'est lourd, c'est complexe, c'est le cas, mais on peut faciliter, on peut faire grâce à l'IA, grâce à la digitalisation, on peut gagner du terrain, on peut automatiser certains processus qui nous fera gagner du temps, gagner en efficacité, gagner en coût et être plus compétitif et moins lourd. Parce qu'on ne peut pas partir du très lourd à pas du tout lourd, mais au moins moins lourd et moins complexe. Voilà, pas de panique. La Chambre de métier vous accompagne. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on peut vous proposer des formations collectives ou des accompagnements individuels. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on a le stand juste pas très loin derrière vous. Avez-vous des questions? Merci.